Bien, bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Il y en a vraiment une flopée du coup qui sort parce qu'il y a de beaux invités pour cette Bordeaux Geek Fest et un que beaucoup connaissent. Il s'agit de Julien Guélerin qui joue le rôle d'Omégazel dans la série Noob, bien évidemment. Comment vas-tu ? Écoute, je vais bien, on commence à subir les premières chaleurs. Je t'avoue que quand t'es streamer, que t'es dans une pièce, que tu fermes pour un petit peu sonoriser et que t'as le PC, la lumière et tout, disons que t'as une nouvelle version de la canicule, t'as la canicule plus. C'est ça, c'est ça. Alors, Voilà. pour le peu de personnes qui ne te connaissent pas du coup, parce que je pense que nous, ça devient quand même quelque chose qui est connu par bon nombre d'entre nous, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, bien sûr. Alors donc, je m'appelle Julien Guélerin, j'ai fraîchement 37 ans. Dans la vie, je suis directeur de communication dans une boîte qui fait du jeu vidéo en réalité virtuelle. Et à côté de ça, dans mes loisirs, j'incarne le rôle d'Omégazel dans la web-série Noob depuis maintenant 2008-12 ans. Ah, ça commence à faire un bout du coup. Ça, c'est pas mal, ouais. 12 ans de longévité pour une web-série, c'est beaucoup. Quand tu vois qu'il y a certaines séries professionnelles, bon, par choix, qui s'arrêtent bien avant, Bien sûr. pour des amateurs, 12 ans, c'est beaucoup. Effectivement, ouais. Alors, donc, comme tu viens de le dire, tu joues le rôle d'Omégazel dans la série Noob. Est-ce que tu peux nous en dire plus, que ton personnage, il a quand même énormément évolué entre le premier épisode où il est apparu et maintenant, du coup. Alors, Omégazel dans la série Noob, c'est un petit peu déjà une caricature du joueur que j'étais quand je jouais à World of Warcraft, parce qu'on vient tous de World of Warcraft, hein, c'est pour ça qu'on a fait une web-série sur les MMO. C'est une caricature du joueur HL qui cherche la performance, qui cherche le loot, qui veut très peu d'interaction avec les autres, pourvu que son raid se passe bien et pourvu qu'il puisse looter et pourvu qu'il puisse faire beaucoup de DPS. À côté de ça, moralement, et là je lui ressemble un petit peu moins quand même, faut pas déconner, c'est un macho égocentrique, c'est-à-dire que voilà, c'est quelqu'un qui supporte pas les joueuses féminines, quand bien même elles seraient fortes, voilà, il y a un véritable blocage. Voilà, qui refuse toute interaction aussi avec les femmes dans les jeux, voilà. Et c'est quelqu'un, voilà, quand même, qui a un ego surdimensionné, donc pas favorable à l'esprit d'équipe. Donc en fait, dans Noob, comme ils sont un petit peu noob à leur façon, lui, c'est vraiment le manque d'esprit d'équipe, et c'est vraiment en fait, c'est un mec qui devrait jouer à du RPG, tu vois. C'est un mec qui devrait jouer à un RPG, qui devrait jouer à Secret of Mana, mais il joue à un MMO. Il s'est vraiment trompé de trucs, quoi. Du coup, c'est ce qui est rigolo au final, et c'est ce qui fait un petit peu le charme du personnage. D'ailleurs, comment l'aventure elle a commencé pour toi au niveau de Noob, et comment est venu du coup ce personnage en fait ? Alors, comment elle a commencé pour moi ? J'ai connu Fabien en fait quand j'étais au lycée. Voilà, quand j'avais 17 ans, je suis rentré en première et en fait, j'étais en première littéraire. Du coup, que des filles dans la classe et on était 3 mecs, et donc Fabien, moi et un autre pote. Et en fait, quand je l'ai rencontré, c'est moi de mon cercle de potes que j'avais avant de connaître Fabien. J'étais pas avec des gars qui kiffaient les mangas, qui parlaient beaucoup de cinéma. C'était très le sport collectif, le foot. Moi, j'étais joueur de handball. Du coup, Fabien, c'est un petit peu la première personne avec qui vraiment j'ai fait mon gros otaku. C'est pour ça d'ailleurs que ça a très très vite matché. Et Fabien, quand je l'ai connu, alors ce que les gens souvent oublient, c'est que Fabien, en fait, il faisait déjà du film amateur. Oui. C'est-à-dire il tournait des vidéos avec ses potes. Lui, c'était ses potes de Toulon, son premier cercle d'amis. Et un jour, il m'a dit, voilà, il était acteur par contre. C'était quelqu'un qui filmait, c'était pas lui. Et il m'a dit, j'aimerais bien faire les miens. Et moi, il m'a dit, par contre, voilà, j'aimerais partir avec une nouvelle équipe, d'autres potes que ceux que j'avais avant. Et du coup, moi, j'ai fait, je suis, il n'y a pas de problème. Et vraiment, on a commencé à faire des vidéos, lui, il a eu le permis, il a eu le permis bien avant moi. Il venait me chercher, on allait dans la forêt, on était 3, il avait piqué la caméra de sa mère, et on se filmait. Ma grand-mère nous avait cousu des costumes, on avait un vieux costume de Link, moi j'avais un costume de Great Saiyaman, et on se tapait sur la gueule. Ça a commencé vraiment comme ça, quoi, mais ça, c'est les tout débuts. Et au fur et à mesure, tu rencontres des gars qui sont aussi fous que toi, et qui veulent bien se déguiser, aller se taper sur la gueule, et voilà, et ton équipe, elle grossit. Voilà comment ça a commencé. C'est un beau début d'aventure du coup, et puis quand on voit ce que ça a donné, c'est qu'au final, le pari lancé à l'époque était gagnant déjà dès le départ. Il n'y avait pas de pari en fait, c'est
C'est ça en fait le charme, c'est qu'à la base, tu vois, le week-end, je sais pas, il y a des gens ils vont faire de l'airsoft, il y a des gens ils vont faire du laser game, il y a des gens ils vont jouer au foot. Bon, moi j'ai toujours continué le sport hein, à côté de ça, donc les week-ends où je jouais, je pouvais pas les tourner. Et mais nous, on voulait faire de la vidéo. On voulait en fait, c'est ce que Fabien explique beaucoup mieux que moi. On voulait mettre en scène les scènes qu'on avait kiffées au cinéma. D'accord. Tu vois, il y a Matrix en 99 qui sort. Et avec Fabien, le fantasme, c'était on veut se donner rendez-vous sous la pluie, on veut se mettre les lunettes, le costard, et on va aller se taper dessus avec de la caméra qui tourne et des effets de ralenti. Voilà. Tu vas voir ça au cinéma, tu kiffes, tu veux le refaire en vidéo avec tes petits moyens. Et si tu veux, le kitsch, le manque de moyens, ça produisait un effet où t'étais plié en deux. T'étais plié en deux. Quand dans Matrix, tu faisais « Alors vas-y là, stop !» Tourne autour de lui avec la caméra. Alors, t'avais pas de stabilisateur, ça tremblait. C'est bon? Ah non, pardon, c'est pas bon. Et allez, reprends, c'est bon. Tu vois, et ça faisait un kitsch dégueulasse, mais qui était trop bon, qui était vraiment très drôle. Et pareil, pour la diffusion, c'était destiné à nous. Là, maintenant, t'as cette culture de je fais un truc, je vais le déposer sur Internet, je veux que tout le monde le voit. Je le comprends ce truc, hein. Moi-même, j'adore le faire, j'adore faire un truc et le montrer aux gens. Voilà. Mais avant, tu le montrais pas aux gens parce que d'une, il n'y avait pas les plateformes de streaming. Il faut savoir que là, il y a Dailymotion et YouTube qui sont arrivés bien plus tard. C'est clair. Voilà. Et tu le faisais pour toi, pour tes potes, et t'avais même honte de le montrer à tes parents, tu vois. Donc, tu passais beaucoup de temps, enfin surtout Fabien à l'époque, hein, tu passais beaucoup de temps pour te faire rire toi. Enfin, c'était vraiment un état d'esprit. Donc tu vois, quand tu dis c'était un pari, eh ben même pas. Mais c'est ça qui est beau. C'était une satisfaction désintéressée. J'insiste sur ce terme parce que c'est... C'est pour ça que je t'ai posé la question. Voilà, ouais. Du coup, donc, comme tu l'as dit, hein, ça a 12 ans donc de Noob, c'est quand même énorme. Est-ce que tu as une anecdote ou vraiment un souvenir qui ressort et qui te restera marqué à vie, en fait? Même si j'imagine que tu en as des tonnes. Alors, il y en a beaucoup. Malheureusement, tu demandes pas au mec qui a la meilleure mémoire dans le groupe, il y en a beaucoup. Mais vraiment, si j'en ai une à garder, c'est celle que je répète souvent. Hein, je suis désolé pour ceux qui ont vu déjà 4 ou 5 interviews de moi avant. C'est le tournage sur le bateau pendant le film 1 de la trilogie. Où tu n'as pas été malade. En fait, je pensais pas un jour qu'on allait aller aussi loin parce que tu vois, d'avoir du matos, d'acheter du matos, de te former sur les FX, de rendre les trucs plus beaux, c'est une chose. Mais ça, j'ai envie de te dire, à la limite... c'est des investissements matériels, n'importe qui peut y prétendre. Mais de te dire, tu prends ton équipe de tournage, tu vas sur un bateau, il commence à tomber des trombes et tu arrives à filmer et tu as une scène qui est marrante. C'est déjà, voilà, d'avoir pu réaliser cette scène, c'était déjà monstrueux. Et deuxièmement, c'est une scène en fait où ce qu'on n'avait pas prévu, c'était le mal de mer. Oui. Et on était une douzaine sur le bateau et je crois qu'on était 4 à être restés bien. Ouais, il y avait Mathieu, Memeu et toi du coup. Et Mathieu a ressorti la même histoire sur son interview. et contrairement à ce qu'on voit dans la vidéo, Philippe allait très très bien. D'accord. Et c'est lui qui faisait le malade dans la vidéo. Et donc on était 4. Non, Memeu il est parti dégueuler. Ah bon, bah d'accord, il y en a plus que 2. Voilà, donc... voilà, ça c'est pas... Fabien, il a tenu toute la scène, et quand on a terminé de tourner, il s'est mis dans un coin, mais tu sais, Fabien, c'est un mec qui sait rester digne. Il s'est mis dans un coin comme ça, il faisait style qu'il participait à la discussion, et puis tu sais, on le voyait douiller intérieurement et tout. Au bout d'un moment, il a dit, je vais arrêter de parler, et il a dit, je suis un peu barbouillé. Voilà, et mais sinon, ouais, il y en a beaucoup qui sont allés vomir. Ouais, bah j'imagine, oui, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et mais vraiment, ouais, moi, voilà, le tournage, sur le moment, c'était un supplice. Ouais. J'avais l'armure, là, donc l'ancienne armure, la noire. J'étais trempé, et le cuir et l'eau, ça fait pas toujours bon ménage. Tu m'étonnes. Il y a mes cheveux qui étaient mouillés, j'avais une coupe dégueulasse, c'est vraiment le truc que je supporte pas, ça, pour ceux qui me connaissent, voilà. Et du coup, voilà. C'est à la fois, ça a été un supplice sur le coup, mais avec le recul, c'est le meilleur souvenir que j'ai de tournage. Bah, du coup, t'es pas le seul, hein, puisque c'est la deuxième fois qu'on en entend parler, donc c'est que vraiment ça a marqué les esprits. Bah, tu m'étonnes, c'était vraiment insolite. Oui, bah c'est clair, oui, ça sort un petit peu en termes de ce qui se passe d'habitude dans la série. Tout comme Ivy ou Istos, ou même bon nombre d'entre vous, t'es souvent en convention.
Ouais. Ça se voit que t'aimes ça. Comment ça se passe avec les gens en général sur ces conventions? Bah, alors déjà, pourquoi j'aime les conventions, c'est parce que moi, jusqu'à Noob, donc jusqu'à ce que j'ai 26 ans, j'étais quelqu'un qui était très casanier. J'étais quelqu'un qui a pas beaucoup voyagé. J'ai des parents qui voyageaient pas, voilà, qui sont un peu comme moi, qui aiment bien le confort de leur maison. Donc je suis pas quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Mais quand je dis voyager, c'est pas aller au Japon ou aux États-Unis. Je suis pas allé beaucoup en France, dans plusieurs endroits. Donc en fait, les salons de Noob, ça m'a en fait découvrir toutes les grosses villes de France et même des plus petites. Donc en fait, et je me suis rendu compte que je kiffais. Et deuxièmement, moi je suis quelqu'un qui est ultra timide. Voilà, je suis quelqu'un qui vraiment, la série Noob, ça a fait beaucoup de bien, personnellement, hein, parce que franchement, je me voyais mal rentrer sur le marché professionnel en étant timide comme j'étais avant. Et en fait, au bout d'un moment, quand on vous dit bah, tu vas aller en salon et en fait tu vas faire des photos et des dédicaces avec des gens, c'est ce que je répète souvent, en fait la vie elle te prépare pas à ça. Oui, c'est sûr. La vie elle te prépare à beaucoup de choses, elle peut t'endurcir, elle peut t'enrichir, mais elle te prépare pas à aller dédicacer. Donc en fait, c'est quelque chose qui, bah, t'es confronté à ça et tu réagis comme tu réagis. C'est pour ça que moi je juge pas sévèrement les personnes. Tu sais, quand on te dit ah ouais, lui en salon quand même, il est pas super sympa. Ben, c'est parce que peut-être il y en a qui ont du mal. Il y en a ils sont agoraphobes, il y en a ils ont peur des Bien gens, sûr. il y en a ça les oppresse. Donc si tu veux, moi les personnes qui gèrent mal une espèce de notoriété à laquelle ils sont confrontés en salon, je les juge pas sévèrement parce que ça aurait pu m'arriver. Ben moi, il se trouve que j'ai kiffé, il se trouve que c'est quelque chose avec lequel finalement j'ai été à l'aise et c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. Et la chance qu'on a, et j'insiste là-dessus, hein, parce que je sais pas, j'ai l'impression que c'est un discours qu'il y a quasiment que nous qui tenons. Notre communauté à nous, elle est vraiment géniale. C'est-à-dire qu'en salon, on a affaire à des gens respectueux, à des gens qui respectent ton espace vital, qui te respectent en tant que personne. Qui te parlent comme à leurs potes. Bon, il y en a qui sont un petit peu timides et impressionnés, mais nous, enfin, je sais pas, par rapport, nous, on a eu vraiment une communauté qui a été très formatrice pour les salons parce qu'elle a été vraiment cool. Et j'ai pas observé ça chez toutes les communautés parce que forcément, vous avez des stands de dédicaces à côté des vôtres et vous voyez comment ça se passe. Et des fois, je vois des influenceurs, parce qu'il faut les appeler comme ça maintenant, et ils sont là, tu fais, mais putain, comment on aurait géré ça, nous? Les mecs qui t'arrivent devant. Après, je veux dire, tu as la communauté que tu décides en fonction de ton activité. Hein. C'est sûr que si toi, ton fonds de commerce, c'est le clash, le drama et le troll, Voilà. tu ne dois pas arriver les mêmes personnes en face de toi. Bah, c'est Tu vois, ça. c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Mais nous, vraiment, ça se passe très très bien. Et même au niveau, parce que c'est un sujet qui est récurrent dans l'actualité, même au niveau des actrices, on a jamais eu de gros lourd qui est venu sur salon pour faire le gros forceur ou le gros lourd avec les. On a vraiment des gens respectueux. Après, c'est peut-être aussi parce que la série est Et saine, on les justement. remercie pour beaucoup de choses, la communauté noob. Mais moi, je voudrais aujourd'hui mettre l'accent là-dessus. C'est vraiment une communauté. On a vraiment une communauté adorable, quoi. Et moi, j'anticipe un peu sur la suite de l'interview, mais c'est ce que je retrouve un petit peu sur mes streams aussi. Voilà. Justement, on allait y venir. Donc, tu as pas mal de projets. Donc, tu l'as mentionné brièvement tout à l'heure. Donc, tu as ton projet donc, qui est ton travail, du coup, qui est lié à la VR. Tu es aussi streamer. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler des deux sujets, du coup? Ouais, on peut. Je veux dire, alors moi, j'ai monté un studio de jeux vidéo avec 2 associés. Voilà. Je suis le plus jeune, je suis le minoritaire, je suis celui qui a été embauché pour la com. Malgré tout, je suis associé, donc j'ai des parts dans la boîte. Au début, on voulait faire juste du jeu vidéo. On voulait faire du très très narratif parce que mes 2 associés sont des fans de cinéma comme moi. Voilà, je me suis quand même choisi des mecs qui me ressemblaient un peu, quoi. Je suis pas allé complètement à l'inconnu. Et au début, on est parti sur du narratif. Le modèle qu'on avait, c'était un petit peu les point and click de Telltale, tu sais, Walking Dead, Game of Thrones, Wolf Among Us, des trucs comme ça. Là. Et finalement, un de mes associés est parti faire le South by Southwest à Austin, au Texas, qui est donc le grand salon de la technologie. C'était il y a 4 ans, ça. Et il est revenu, il a dit, les gars, faut aller sur la VR. C'est un monde d'immersion absolument incroyable. En fait, je pense qu'il n'y a que ce média qui pourra offrir une telle dimension d'immersion. Comme c'est un marché qui était émergent en France, voire quasiment absent, on s'est dit, ouais, pourquoi pas. Et du coup, on est parti sur le jeu vidéo en réalité virtuelle.
Et on a été capable, et on a été prestataire pour le Geekopolis sur Paris. Donc c'est nous qui leur avons fourni le jeu Mutation. Voilà, pour ceux qui ont eu la chance d'aller à Paris pouvoir faire le truc. Et derrière ça, on a également fait de la prestation pour des casinos. On a fait un jeu de blackjack en réalité virtuelle. Et là, actuellement, on continue. Donc, je vous avoue que le Covid a un petit peu freiné la prod. Pour tout le monde, ouais, pour le coup. Moi-même, pareil, hein, étant donné que j'étais confiné chez moi et ne pouvant pas trop faire, à part m'excuser, je pouvais pas trop faire de com. C'est là où j'ai fait un pivot un petit peu sur le stream et que en ce moment, je mets beaucoup d'énergie pour développer ma chaîne Twitch. Mais malgré tout, je garde d'un coin de l'œil les activités qui se passent dans le studio, même si pour l'instant, j'y suis un petit peu détaché. J'y retourne régulièrement, je fais du bêta-test des jeux qu'on a en cours, mais actuellement, c'est vrai que je suis moins dans la prod et moins sur le terrain. Voilà. D'accord. Mais sinon, je suis très content d'avoir pu toucher un petit peu du doigt le monde du jeu vidéo et professionnellement. Grâce un petit peu à mes deux associés, parce que c'est eux qui m'ont fait une place sur ce projet. Oui, et puis ça va finir par revenir, ça va finir par se tasser, et puis les projets vont... Là, en août, on devrait sortir un nouveau jeu, alors qui sera pas... Alors, ce qu'on faisait, c'était de la commande pour des professionnels, c'est-à-dire que on avait tous autour de chez vous des salles, vous allez jouer avec vos potes, entre 4 et 6 joueurs, là, vous filez un flingue et vous vous tirez dessus, c'est un petit peu du laser game en VR. Il y a beaucoup de salles qui proposent ça actuellement en France. Nous, c'est pour répondre aux besoins de ces professionnels-là. Donc, c'était du B2B, notre marché. On ne s'adressait pas du tout public. Parce que chez toi, il y a très peu de chances que tu aies 100 mètres carrés et une spatialisation adéquate pour jouer à ce genre de jeu. Le jeu qu'on sort en août, c'est un jeu qui va débarquer sur Steam. D'accord. Voilà. Donc, par contre, alors, il faudra toujours le casque, mais on a fait un portage sur l'Oculus Quest, qui est le casque le moins cher et qui nécessite que 2 ou 3 mètres carrés, donc une pièce, un petit peu comme mon bureau là. Et voilà, le prochain portage sera sur l'Oculus Quest et sera destiné aux particuliers. D'accord. Voilà. J'en reparlerai plus quand le truc sera prêt. Bien sûr. Mais août-septembre, il devrait y avoir un jeu déjà pour les particuliers. Bon, je te recontacterai en août-septembre pour en parler alors. Exactement. D'ailleurs, donc ton Twitch, hein, du coup, si tu veux nous en parler, ce que tu proposes sur ton Twitch, comment ça se passe Alors, moi, il faut savoir que Twitch, j'en fais en fait depuis 4 ans avec Bob le Gob. Théon, quand il a quitté Eclipsia et qu'il a rejoint la structure Millennium, je lui ai demandé, je lui ai fait, est-ce que ça te dérangerait si je passe voir un petit peu comment ça se passe, un studio ou une Twitch, enfin comment on dit, une stream TV, une web TV. Voilà, comment ça se passe un petit peu. En plus, c'est à Marseille, c'est à côté de chez moi. J'aimerais bien voir comment ça se passe. Donc, il m'a fait venir un soir où il travaillait et il m'a présenté Bob le Gob, qui à l'époque était le pilier qui tenait la télé sur Marseille. Et Bob le Gob, il me dit j'aimerais bien faire une émission pop culture. Il me dit voilà, on fait quasiment que du gaming. Et est-ce que ça te dirait de faire un truc avec moi? Et moi je lui dis bah moi ça tombe bien, si jamais je suis amené à faire du Twitch, étant donné que je suis journaliste et que moi mon but que j'ai pas pu atteindre c'était la radio, je lui ai dit ouais j'aimerais faire plutôt un talk que du gaming. Et on a créé l'Omega Bob Show. Et c'est une émission qui est actuellement encore à la programmation de sa chaîne à lui, vu qu'il a quitté Millennium. Et ça fait 4 ans que je fais l'Omega Bob Show sur sa chaîne avec lui, qui est une émission qui parle de pop culture. Et pendant le confinement, je me suis dit, j'aimerais bien quand même avoir ma chaîne. Parce que voilà, un créneau chez lui, une fois tous les 15 jours, je fais, bah, c'est cool, hein, ça me fait faire du Twitch. Mais j'aimerais bien avoir ma chaîne quand même, mon univers, mon espace où je parle de ce que je veux. Bien sûr. Et moi, je voulais faire une chaîne qui était un petit peu comme le Mega Bob Show. Je voulais parler de beaucoup de sujets, je voulais aller voir des films, je voulais les débriefer, je voulais parler d'actualité, de pop culture, jeux vidéo, séries, tout ça, manga aussi. Et le problème, c'est qu'il y a eu le Covid. Le problème du Covid, c'est que en fait, on n'a plus d'actualité. Il y a tout qui a été gelé, tous les projets reportés, beaucoup de journalistes, chômage technique. Donc, si vous checkez un petit peu l'actu sur Internet, vous en avez. Le monde, il s'arrête pas, mais c'est au compte-gouttes quand même. C'est ça. C'est beaucoup moins pléthorique. Donc en fait, j'ai quand même démarré le stream. Je suis sur beaucoup sur du gaming. Je kiffe le gaming, les gars. Les jeux vidéo, ça reste ma Notamment passion. toujours sur World of Warcraft, du coup. Voilà, pas mal. Du World of Warcraft, forcément, j'ai créé une guilde, Hearthstone, League of Legends, Heroes of the Storm, TFT. Je fais un petit peu de chatting aussi parce que je vis avec Saphir de la série Noob qui partage le même appartement que moi, donc du coup qui peut participer un petit peu à ma chaîne. Voilà. Du coup,
J'ai réussi à développer une chaîne Twitch qui marche pas mal pour un début, je suis très content. J'ai une communauté qui est adorable. J'ai beaucoup récupéré de personnes qui suivent la série Noob, j'ai récupéré pas mal de personnes qui suivent Bob le Gob. Et pour l'instant, je vous avoue, j'ai des débuts rêvés pour une chaîne Twitch. Hein. Les gens sont fidèles, les gens sont présents, les gens sont adorables, les gens soutiennent. C'est vraiment, je suis sur un petit nuage pour commencer le Twitch game. Mais ce que je promets aux gens, c'est que la chaîne sera pour vocation à gagner en qualité, puisque je fais pas ce que je veux. Je fais pas ce que je veux quand je vais pouvoir faire ce que je veux, à savoir beaucoup de talk, beaucoup d'interactions, beaucoup de pop culture. Je pense que je m'éclaterai encore plus. Je dis pas que je m'éclate pas sur le gaming, hein. J'adore jouer, j'adore rager. En plus, je joue avec les viewers, voilà, parce que je suis contrairement à beaucoup de joueurs professionnels, j'ai pas un gros niveau, donc moi je suis pas le mec qui va vous dire "Eh, venez voir ce jeu, vous allez voir comme je me régale dessus." Non, moi je suis le mec, c'est venez jouer avec moi, on passe un bon moment, il y aura du misplay, il y aura de la rage, il y aura du sel, voilà, moi je leur promets ça, je leur promets de passer un bon moment. Je vous dis pas venez voir comment on joue à tel jeu. Il n'y a aucun jeu où je peux prétendre à ça. Donc voilà, pour l'instant, je suis très content de ma chaîne et j'attends vraiment le moment où je vais pouvoir en faire ce que je veux. Voilà. Justement, le gros avantage, je pense qu'à partir de, on va dire, août, tu vas commencer à avoir pas mal de sujets avec l'arrivée de la nouvelle génération de consoles, avec, je pense que t'attends comme moi Shadowland avec impatience. Voilà, il y a tout ça. Là, actuellement, les cinémas ont réouvert. Moi, ce que j'aimerais, c'est, tu vois, genre le mercredi, pouvoir aller voir un film, voire deux, tu vois, si je vais en début d'après-midi, et pouvoir les débriefer le soir en just chatting, tu vois. Complètement, ouais. Ça, c'est des trucs que j'aimerais pouvoir mettre en place. Je vais recommencer les salons, je vais pouvoir reprendre les tournages. Et pour les gens qui viendront me suivre pour Noob, ben, ils auront des anecdotes. Je leur spoilerai jamais les épisodes, mais voilà, ils auront des anecdotes de tournage backstage. Enfin, voilà, et l'actualité va reprendre un petit peu plus en septembre avec voilà, les premières sorties un petit peu importantes. Là, ben, Shadowland, ça va en faire partie. Shadowland, je vais le streamer. Donc voilà, là, alors le Covid, c'était un avantage, oui et non, pour le streaming. Oui, voilà, non, parce ça que a été. Forcément, les gens étaient chez eux, donc ben, ils étaient peut-être plus enclins, ils avaient plus de temps pour venir un petit peu s'intéresser à ton activité. Mais j'ai quand même hâte de pouvoir partager. Je ferai vraiment moins de gaming et plus de partage de pop culture. Voilà. D'accord. Niveau gaming, du coup, c'est quoi le jeu que tu attends le plus? Là, c'est une date, c'est la certitude. Hein. Là, le jeu que j'attends le plus, parce que c'est celui qui va arriver le plus vite au niveau de mon planning, c'est le Captain Tsubasa de Namco Bandai. D'accord. Voilà. Ah, là, pour le coup, j'ai vu qu'ils allaient faire un jeu vraiment arcade. Donc, du coup, même les personnes qui sont pas très footeuses, ben, elles trouveront leur compte. Alors, attends, parce que je suis pas trop de cette culture-là. C'est Olive & Tom, c'est ça, non? Exactement, c'est Olive & Tom. Avec la super collector avec le baby-foot ou je sais plus quoi. Ouais, voilà, ouais, alors ouais, ça c'est pas mal. C'est un peu cher, quand même, ça te fait 2000 € le collector. Moi, j'ai pris la version avec le maillot personnalisé. Ouais. Voilà. Donc, je streamerai avec mon beau maillot. Il y a Olive & Tom, il y a Shadowland, forcément. Ouais. Parce que voilà, on est des enfants de World of Warcraft. Hein, s'il n'y avait pas eu World of Warcraft, il n'y aurait pas eu la série Noob. Parce que moi, j'aurais pas joué à des MMORPG. Et je pense que Fabien non plus. Du coup, moi, il y a Shadowland, à voir si je le fais seul ou avec Arteon. Ouais, généralement, je le fais toujours avec Arteon, donc il n'y a pas de raison, hein, ce sera sûrement avec Arteon. On montera une guilde où on prolongera celle que j'ai actuellement. Oui, carrément. Voilà. Serveur Elune côté Horde. T'inquiète pas, je mettrai ce qu'il faut. Voilà. Il y a le jeu Noob. Oui, là, voilà, c'est là en fait que je voulais que tu arrives justement. J'ai goûté à l'alpha du jeu Noob là en début de semaine, du coup maintenant je l'attendais. Hein. En fait, je l'attendais et je me suis dit non mais c'est bon, tu vas avoir la patience de pas y jouer et d'attendre un petit peu. Je fais jamais les alphas et les bêtas. Ouais. Là, tu vois, il y a Shadowland, ce week-end il y a un accès à l'alpha de Shadowland, je ne vais pas y aller. Parce que j'ai horreur de faire ça. Pour moi, le jeu, j'aime avoir mon produit fini. Là, actuellement, tu vois, chez Iconic, on fait beaucoup d'alpha-tests, de bêta-tests, de pré-tests, de proto-tests. Professionnellement, je le fais parce qu'il faut le faire, mais c'est chiant. Moi, j'adore jouer au produit fini. Et surtout, on a une époque où il y a tellement de contenu, t'as tellement pas assez de ta vie pour tout faire que putain, si en plus tu te fous sur les alphas et les bêtas, enfin, tu t'en sors plus, quoi. Oh, l'alpha, ça m'a... c'est un truc de fou. C'est vraiment... On m'a servi ce que je voulais. Mais enfin voilà, on en parlera un petit peu dans la deuxième partie. Donc ouais, le jeu Noob, Shadowland. Et après, voilà,
Cyberpunk, Ouais. j'avoue, ça m'a un petit peu teasé plus que Last of Us 2. Cyberpunk, je pense que j'irai. T'as eu l'occasion Voilà. de le tester, Last of Us 2 Non, j'ai pas fait le 1, donc je me suis pas embarqué sur le 2. Parce que Marcus apparemment a bien apprécié. Alors, plus tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde l'a bien pensé, le jeu. C'est un jeu qui est extraordinaire. Hein. C'est un jeu, moi, la première fois que j'ai vu la bande-annonce, ça m'a fait la vallée de l'étrange. J'ai fait putain, mais oh, ah ouais, on arrive à faire ça, quoi. Et malheureusement, en n'ayant pas fait le 1. Ah oui, et voilà, pour rebondir sur la dernière conférence Sony, le Resident Evil 8, il m'a pas mal chatouillé le menton. Il y a effectivement pas mal de mystères sur ce jeu au final, parce qu'on sait pas. J'ai pas fait le 7, mais quand je vois où ils sont allés sur le 8, je me suis dit, la nouvelle direction, elle est cool. J'ai envie de faire le 7. Alors, on est quelque chose dans plus dark en fait. On s'éloigne, je pense, des standards qu'on a connus sur les 3 premiers. Si, je vais rebondir un petit peu, hein, mais tu vois, vous avez tous en tête Resident Evil 6. Resident Evil 6, à la fin, vous combattez un monstre qui est gros comme une ville, vous êtes sur un hélicoptère, vous lui tirez dessus lance-roquette. On est d'accord qu'au niveau de la surenchère, déjà que je trouvais que quand vous réfléchissez, quand vous repensez un petit peu ce que c'est le 1, c'est un huis clos dans une baraque avec un accident biologique, d'accord? Quand vous arrivez au 6, vous vous dire quand même, le modèle de base, il a été très étiré. Oui, complètement, ouais. Et de partir sur de la surenchère après le 6, je pense que ça aurait été vraiment une erreur catastrophique. Déjà que le 6, il y a beaucoup de gens qui avaient fustigé le fait que c'était devenu un beat'em all, que c'était devenu un petit peu trop gros. Et là, du coup, ils reviennent sur le 7. Je pense que c'était le meilleur pivot qu'ils pouvaient faire. Et c'est plus dark, en fait, au final. Un nouveau souffle à la licence. Et là, quand tu vois que le 8, c'est une amélioration du 7, on sort de la baraque et on va sur un village un petit peu creepy, un petit peu malaisant, là, c'est vraiment, je pense que ce sont des choix qui sont très judicieux. Donc j'irai sûrement sur le 7, et sur le 8. Oui, de toute façon, oui. Après, bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes. L'idée que tu sois en première personne, ça peut un petit peu être déroutant. Après, comme tu le disais, hein, très clairement, plutôt que d'étirer encore plus et au final de se battre contre des boss comme les titans dans Warcraft, ils sont revenus à quelque chose de très simple en fait. C'est pas un shonen, hein, Resident Evil. Au bout d'un moment, tu sais, les shonen, tu vois, donc les mangas qui s'adressent aux jeunes, les DBZ, les My Hero Academia, les trucs comme ça, c'est les One Piece, c'est des shonen. Le perso, il part de très très bas, il va très très haut, mais parce que c'est le genre qui veut ça. Faut pas te dire que tu peux appliquer ça à n'importe quoi. Resident Evil, le 1, tu peux pas appliquer les règles du shonen dessus. Tu peux pas dire je deviens de plus en plus puissant, je fracasse les zombies à coups de poing, je vais combattre des zombies qui font de la taille des villes. Non. Après, non, la licence, elle appelle pas à ça au départ. Après, Nemesis sur le remastered, enfin même déjà sur l'original, c'était un peu ça déjà. Hein. On était un petit peu dans cette idée. Nemesis, t'as un espèce de zombie tyran plus, voilà, qui va être un petit peu plus dur à tuer que des zombies. Et encore, t'as vu que le truc intelligent qu'ils ont fait, c'est que tu dois le fuir. Parce que tu peux pas combattre un truc comme ça en être humain. Donc voilà, tu vois, Nemesis, déjà, t'allais, je pense, au bout de ce que tu pouvais faire avec cette licence. Mais après, les persos, là, le fils de Wesker qui démonte les zombies à coups de poing, les filles qui font une arme atomique pour les tuer parce qu'ils font la taille d'une ville, non, c'est pas ça. Ils sont un peu perdus en fait sur les innovations et les améliorations. Voilà. On va revenir du coup sur Noob. Alors, si tu devais nous faire un petit débrief en fait, ce que tu as vu sur l'alpha, alors je sais, j'ai été regardé rapidement, donc c'est vrai que tu avais souvent le sourire pour le coup en jouant à ce jeu-là. Si tu devais nous faire un petit débrief donc, de cet alpha, ce que tu en as pensé? C'est extraordinaire. Mais je vais étayer. Alors, le but du RPG Noob, déjà, c'est... Et ça, je me suis rendu compte que les gens, c'est pas clair pour eux. C'est un RPG. C'est pas un MMORPG. Tout à fait. Vous aurez pas toute la dimension en ligne. D'accord? Vous allez suivre... C'est la saison 1 de Noob. Vous allez suivre les aventures de 4 nouveaux joueurs. Donc vous avez 4 personnages qui ont été écrits, voilà, qui vont être approfondis puisqu'ils apparaîtront dans le prochain film. Voilà, on les a castés, ce sera les membres du groupe Starry Sky. Excellent. Vous allez suivre les aventures de 4 nouveaux joueurs. L'IRL, vous allez voir la même progression que vous avez vue sur Sparadra, Gaïa, Arteon et Omega Z. Voilà. C'est un RPG.
il y a un tunnel narratif à suivre. Mhm. Ouais. Alors, il y a énormément de liberté dans les RPG, puisque vous avez la map monde, vous allez un petit peu où vous voulez, il y a de l'exploration, en veux-tu, en voilà. Mhm. Mais ça reste un RPG. Tu fais pas tout ce que tu veux dedans. Mais bien qu'au niveau des classes, des points de talent, du stuff et tout, il y a énormément de liberté et énormément de gameplay possible. Mhm. Voilà, au niveau narratif, c'est pas du MMO. C'est pas un monde ouvert. Ça reste un tunnel narratif. Et donc voilà, ça c'est la précision que je voulais aborder. Ensuite, ce sont les RPG rétro. Les références que Fabien il vous a lancées quand il a lancé le crowdfunding, c'est Final Fantasy VI, Final Fantasy VII, donc les vieux. Hein. Un peu de Secret of Mana aussi. Secret of Mana, pour la couleur, pour l'action, pour l'univers, pour l'immersion. Et récemment, techniquement, la référence la plus récente, c'est Octopath Traveler. Voilà. Donc on est vraiment sur ce style de jeu. Qui est excellent d'ailleurs. Parce que Fabien, il vous le redira encore une fois mieux que moi, ce sont les jeux qui lui ont donné envie d'être auteur et de se lancer et de continuer les jeux vidéo, même maintenant à notre âge. Voilà. D'ailleurs, Fabien, là, il a poncé le FF7 Remake parce que, pareil, c'est la licence qui lui a donné envie d'être auteur. Et quand vous demandez un petit peu aux créatifs et même aux gens du métier du jeu vidéo, ils vous citent tous un jeu qui leur a donné envie. Moi, ceux de ma génération, généralement, je me rappelle, c'est Zelda 3 de la Super Nintendo. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit j'ai fait du jeu vidéo pour Zelda 3. Et je les comprends. A Link to the Past, ouais, qui est excellent d'ailleurs. A Link to the Past, exactement. Donc, le RPG Noob, quand je l'ai pris, quand je l'ai regardé l'autre soir, je me suis tout pris ça dans la gueule. J'ai fait, ouais, c'est ça. Ils ont tout compris. C'est ça, c'est des codes simples, des codes immersifs. C'est l'anti-Dark Souls. C'est vous progressez, vous kiffez, on vous met pas de bâton dans les roues. C'est juste, vous appréciez votre aventure avec des mécaniques et des gameplays satisfaisants. Moi, j'ai vraiment ressenti tout ça. Après, voilà, l'autre soir, on a fait les 10 premiers niveaux. Les 10 premiers niveaux, qu'est-ce que c'est dans un RPG? C'est pour vous faire rentrer dedans et vous dire, voilà comment ça marche. Les mécanismes, ouais. Voilà, pour les personnes qui disent, mais quand même, ça a l'air facile. Alors déjà, oui, les RPG, c'est pas des jeux qui sont durs, à part certains qui mettent l'accent là-dessus, qui sont vraiment des tryhards. Un RPG, c'est pas dur, c'est vraiment pour vous raconter une belle histoire en vous amusant. Voilà. Et c'est les premiers niveaux. Les difficultés, elles arrivent, il y aura des strats, certains boss. Voilà. Donc, vraiment, hein, moi, toutes les intentions, les promesses qui ont été faites sur le Ulule, dans les vidéos de Fabien et le peu que j'ai discuté avec lui, parce que sur le RPG, moi, depuis qu'il est en prod dessus, j'ai pas pu passer beaucoup de temps avec lui, il a beaucoup travaillé. Je les ai retrouvés. Voilà, j'ai vraiment retrouvé. Je suis pas lésé. J'ai vraiment retrouvé. Les promesses sont tenues. Maintenant, c'est une alpha. Il faut peaufiner. Il y a énormément de retours utilisateurs à prendre en compte par le studio. Mais donc voilà, je parle d'une alpha. C'est archi prometteur. C'est un jeu vraiment que je prendrai plaisir à faire et c'est un jeu qui va me donner envie de repartir sur d'autres RPG que j'ai fait il y a très longtemps et que j'ai peut-être oublié. Voilà. Et au niveau de la direction artistique, c'est vraiment l'univers d'Olidri. Vous retrouvez la patte que vous avez, surtout dans la saison 2 de Noob, vous savez, là, ces couleurs un petit peu saturées, très colorées, le vert du décor qui ressort, le rose de la robe de Gaïa qui ressort énormément, l'aspect manga chatoyant, animé, vous le retrouvez vraiment dans le jeu. Voilà, donc vraiment, pour des personnes qui kiffent la licence Noob et qui nous suivent depuis des années, vous allez vraiment avoir un produit exceptionnel qui va vous satisfaire. Et pour moi, les enjeux, ils sont là. Pour des personnes qui aiment le jeu vidéo et qui aiment le RPG, je pense qu'ils auront un bon jeu vidéo dans les mains. Voilà. D'ailleurs, je pense que c'est bon de faire une piqûre de rappel parce que le fait que ce soit une nouvelle équipe, il y en a beaucoup qui se disent mais on va pas retrouver les personnages de base dans le jeu. Alors écoute, alors ça déjà, dès la scène d'ouverture qui se passe en IRL à Toulon, tu peux en IRL aller les revoir absolument tous. Il y a tout le monde. C'est-à-dire que si tu vas, il y a mon appartement. Ils ont modélisé l'appartement que j'avais dans mon village avant, là, quand j'ai commencé à vivre avec Saphir. J'ai revu mon appartement. Fabien, il s'en souvenait, il a tout remodélisé. Voilà, c'est ouf. Donc, tu as le QG de la guilde Pro Game Master, le QG de la guilde de Justice, le QG de la guilde de Roxor. Donc, tu les as tous. Et c'est vrai que le point d'entrée dans l'aventure se fait par 4 nouveaux héros. Mais, je sais pas, dès le début, tu as une quête avec Bartibulus et Nostaria. Tu les rencontres très très vite, les anciens persos. Et par contre, voilà, je suis pas assez bien renseigné pour vous dire si est-ce que vous les aurez en guest dans l'équipe, est-ce que vous allez interagir avec eux directement.
Mais d'entrée, déjà, tu les retrouves sur la map. Je pense que c'est le point aussi qui rassure tout le monde à chaque fois, c'est d'être sûr, voilà, d'avoir encore un peu de toute la magie, toute l'essence en fait du noob initial, quoi, du coup, de la série. Après, voilà, le parti pris, il est réel. Hein. Est-ce que les gens, quand ils commencent le jeu, ils veulent incarner le Sparadrap? Est-ce qu'ils veulent jouer avec Omegazel, Arteon et Gaïa? Est-ce qu'ils veulent leur groupe de 4? Au risque de coller à leur classe, à leur talent, aux techniques qu'ils ont. Est-ce qu'ils veulent en fait une paraphrase de ce qu'ils ont vu dans Noob saison 1? Je pense pas. Non. Fabien, c'est un auteur transmédia, il s'est plutôt dit, je vais raconter une nouvelle histoire, ce qui n'empêche pas d'interagir avec les anciens persos. Mais le parti pris vraiment se pose. Est-ce que c'était peut-être pas mieux de jouer avec Sparadrap et Omegazel plutôt qu'avec des nouveaux persos? Moi, je pense que pour des personnes qui nous suivent depuis 12 ans, c'est toujours plus sympa d'avoir un nouveau contenu, sachant qu'il ne te ferme pas à l'ancien monde. Voilà. Je suis exactement du même avis que toi. Hein. Je pense qu'effectivement, ça va apporter une nouvelle dimension et 2 nouvelles aventures, quoi, du coup. Ça évite de raconter ce qui a déjà été raconté. C'est ça. Après, il y a beaucoup de choses que des personnes ne connaissent pas en suivant la série Noob, parce que ça se passe dans les romans, parce que ça se passe dans les mangas. Donc là, et en plus, là, voilà, ça reste un support où tu as 0 limite. Si on veut te faire combattre un dragon ou un léviathan ou un kraken, là, tu le combattras. Là où dans la web-série, le truc il va être hors champ et tu vas devoir partir en courant parce qu'on peut pas. Alors là, du coup, vous aurez vraiment une aventure d'un personnage qui fait du niveau 0 au niveau 100 sans contrainte technique. Oui, et puis comme tu le dis, c'est important. Je pense que ce mot est le plus important pour le coup, c'est le mot transmédia. C'est de faire comprendre aux gens que, par exemple, si tu regardes la série, si tu lis les romans, si tu lis les BD, tu vas avoir des éléments qui vont venir s'ajouter, qui vont être du coup complémentaires. Mais tu vas pas. Enfin, il y a des éléments que tu vas pas avoir dans la série, que tu vas avoir dans le bouquin, des éléments que tu vas avoir dans le bouquin, que tu vas pas avoir dans la série. Du coup, c'est complémentaire en suivant bien sûr la direction initiale pour le coup. C'est ça, voilà. Tous les produits sont complémentaires et il a respecté son mantra du transmédia sur le jeu vidéo. Je pense que c'était le meilleur choix. J'entends tout, hein, j'entends les remarques. Et encore que, je te dis, j'entends les remarques. Il n'y a personne qui est venu se plaindre. Ouais, putain, on commence pas avec Sparadrap ou Arteon. Il n'y a personne qui s'est plaint. Donc je pense que le choix est vraiment le bon. Non, je pense qu'à l'heure actuelle, effectivement, tu as même apporté la précision au début. Les gens où il y a eu une interrogation, c'est oui, est-ce que ce sera un MMORPG? Où ils sont restés un peu bloqués, mais ça, du coup, tu as répondu à ça. Et après, moi, c'est ce que j'ai eu l'occasion d'entendre et de sonder un petit peu avant cette interview, c'est le côté graphique. Mais ça, encore une fois, c'est un choix artistique, c'est un choix, je pense, de direction en fait par rapport à Noob. T'aurais pas pu faire un truc avec les graphismes de Final Fantasy VII Remake. Ça aurait pas eu de cohérence avec l'univers. Voilà, Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que quand bien même FF7 Remake ce serait cohérent avec Noob, c'est des coûts de fabrication sur lesquels on peut pas aller. Déjà, c'est clair. Il faut savoir qu'on a levé 1,2 million, qui était à ce moment-là le record européen de levée de fonds, ce qui représente une levée absolument colossale. C'est énorme. Avec 1,2 million, vous pouvez faire un jeu vidéo, vous pouvez pas faire Last of Us 2. Enfin, c'est très très compliqué de faire du AAA. On n'est pas sur le même budget. On va livrer un jeu qui fait entre 40 et 60 heures de jeu. Et ça, pour le budget qu'on a levé, c'est une sacrée performance. Enfin, je vous le dis pour connaître un petit peu les prix du marché. 60 heures de jeu pour le prix que le jeu va être payé, c'est une belle performance. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est, tu viens de le dire, on a cherché un style qui se rapprochait un petit peu du style de la BD, qui pour moi, ça n'engage que moi, est le plus beau style qu'on ait proposé à l'univers transmédia de Noob. Pour moi, le travail de Philippe Cardona et Florence Torta sur la BD Noob, ça a donné pour moi la plus belle vision de la licence. Hors vidéo, qui est le format de base. Bien sûr. Mais dans tout ce qui a été fait dans le transmédia, pour moi, le plus beau produit et le plus beau visuel et ceux qui collent le plus aux aventures de Noob, c'est cette espèce de SD qu'on trouve dans la BD. Donc voilà, je pense que sur le jeu vidéo, on est dans cette continuité. Et puis, je sais pas, tu sais, il y a un côté fractal. Il y a une espèce de mise en abîme où tu fais un RPG Noob, il faut qu'il y ait les graphismes un petit peu rétro, tu sais, c'est le jeu Noob. C'est un jeu un petit peu rétro, ça peut pas être un AAA, tu vois, dans la continuité de la licence qui raconte l'histoire de mecs qui jouent pas bien. Le jeu, il doit se passer dans un truc rétro. Enfin, je sais pas, je l'imagine pas autrement. Pour moi, j'imagine pas un univers réaliste,
tu sais, avec des couleurs un petit peu, je sais pas moi, désaturées. Je sais pas, en manga, voilà, tu vois, genre Death Note. C'est beau Death Note. Mais tu vois, j'imagine jamais avoir cet univers sombre avec des couleurs désaturées et des personnages réalistes. Oui, tout à fait. Et puis même sur quelque chose de poussé, trop réaliste. Je pense que la DA sur nous, elle est la bonne. Et je sais pas. C'est mon avis. Oui, enfin, et puis bon, je pense qu'il faut aussi respecter les influences, c'est aussi ça, hein, c'est les influences déjà de base, comme tu le disais, hein, Secret of Mana, Zelda, enfin, tout ce en fait, le choix artistique qui a voulu être, qui a été choisi pour ce jeu. Voilà, c'est de prendre un style rétro comme ça, c'est pas faire du moche, hein. C'est clair. C'est avoir son style. Voilà, quoi. Octopath Traveler, ils ont fait du RPG rétro, ils sont pas partis sur la technologie d'FF7 Remake ou de, je sais pas moi, ou de Last of Us. Et ça n'empêche pas qu'il est sublime. Voilà, et en plus il est beau, enfin ça a son charme. Ah mais tout, au niveau de l'histoire. Il y a moyen de faire un beau jeu avec du rétro. Et bah voilà. En tout cas, hâte, y a une date de sortie prévue? Alors la bêta devrait être livrée pour la fin de l'année. D'accord. Alors, dans un avenir beaucoup plus proche, le 15 juillet, le studio devrait sortir l'alpha jusqu'au niveau 30. D'accord. Ce qui déjà va ce qui est énorme. Un petit peu faire avancer les choses. La bêta pour la fin d'année. Et alors, Fabien, l'autre soir sur mon stream, il a dit début 2021. Tu sais, c'est les annonces à la Namco Bandai. Début 2021, ça peut aller jusqu'à juin. C'est ça. Mais en gros, voilà, moi j'aurais plus dit fin d'année. Mais bon, maintenant, la maison mère, Olydri, a dit début 2021. Oui, voilà. Ça permet d'avoir un delta s'il y a d'autres choses à peaufiner ou autre. Écoute, pour y être dans le jeu vidéo, c'est comme le bâtiment. Toujours quelque chose à faire. C'est très compliqué. Et c'est ce que j'ai dit l'autre soir aussi. Quand vous voyez que ça a repoussé Valorant et que ça a repoussé Cyberpunk 2 fois. Et que ça avait repoussé Last of Us, que ça a repoussé Doom, que ça a tout repoussé. Quand je dis nous, c'est Olydri, Black Pixel, jeunes indépendants. On sera pas plus royaliste que le roi. Non, c'est clair. Voilà. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Alors pour la fin, écoutez les gars, j'espère que le Covid, dans notre malheur, ça vous a donné du temps pour mater de la série, pour mater du film, pour lire des mangas, pour lire des bouquins. Pour aller sur ton Twitch. Que vous êtes overcultivé pendant le temps que vous aviez, si vous avez eu du temps, hein, parce qu'il y en a qui ont continué à charbonner. Voilà, c'est très important les gars de mater de la série, des films et de lire. C'est très important. Ça vous fait un bagage culturel qui est qui vaut ce qu'il vaut, qui est celui de notre époque, mais c'est très important que vous l'ayez parce que de nos jours, grâce au streaming, grâce à YouTube, c'est quelque chose que vous pouvez valoriser. Si vous êtes un fan hardcore d'une licence, vous trouverez toujours quelqu'un qui vous sollicitera pour venir en parler. Et vous serez très content d'en parler. Faites-vous un bagage culturel. Voilà. À une époque, on vous disait lisez Victor Hugo, lisez Diderot, lisez Voltaire, lisez Flaubert. C'est un bagage culturel. Maintenant, vous en avez d'autres. Vous avez une passion, les gars. Allez à fond dessus. Et n'hésitez pas à vous lancer. Un autre dernier mot de la fin. Moi, à titre personnel, et je pense que je parle au nom de l'équipe de Noob, je suis vraiment très content de pouvoir aider ce salon. On est invité chaque année. On est reçu comme des rois. On passe un week-end génial. Je rappelle combien c'est important de passer un bon week-end quand vous êtes professionnel et que vous partez en week-end en salon. C'est votre bouffée d'oxygène. Après, vous retournez travailler. Quand vous passez un bon week-end, comme ils vous font passer le salon de Bordeaux, franchement, là maintenant, moi, ça me fait plaisir de prendre de mon temps pour aider le salon qui, malheureusement, ne pourra pas avoir lieu à cause du Covid et d'aider cette version alternative en virtuel. Voilà. Eh bien, on est bon, les gars, en tout cas, nous, chez Olydri, on est avec vous. Eh bien, merci à toi. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Bon, ça va peut-être pas sauver la galaxie, mais si t'as aimé cette vidéo, n'oublie surtout pas de t'abonner, de liker et de partager.